Bonjour et bienvenue sur le podcast Contraste. Ici, on parle de spiritualité et de conscience, entre visible et invisible. Tout ce qui sera partagé ici est le fruit d'un regard subjectif, de l'expérience et du questionnement ouvert. Il y aura parfois des sujets nuancés et parfois moins. Je vous laisse libre de cette écoute et de vos propres questionnements. Le sujet du jour, il va piquer un petit peu. Je l'appelle « Quand la spiritualité devient une fuite ». Pourquoi il va piquer ? Parce que je pense qu'avec un peu d'honnêteté, toutes et tous ici, s'intéressant en tout cas à la spiritualité, la conscience, on a tous au moins vécu une expérience qui nous a montré que ce n'était pas le bon chemin pour comprendre véritablement ce qu'il se passait. Et pour cet épisode, je vais partir un peu en freestyle. Je vais laisser le fil de ma pensée se dérouler, mais j'ai décidé quand même de respecter une structure. Premièrement, le constat. Je constate, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, que de plus en plus de personnes s'intéressent à la spiritualité, au développement personnel et à la conscience. On a aujourd'hui accès à une quantité immense d'enseignements, de pratiques, de formations et d'outils. Ça, c'est un fait. Il suffit de scroller quelques instants sur Instagram ou de taper sur un moteur de recherche spiritualité, formation, initiation. Et pourtant, beaucoup de personnes continuent de se sentir perdues, bloquées ou en quête de quelque chose. Certaines passent même des années à chercher la prochaine réponse, le prochain signe, la prochaine révélation. Et sans s'en rendre compte, la spiritualité peut parfois devenir un moyen d'éviter certains aspects de la vie plutôt que de les rencontrer. Alors je me pose cette question, et je la pose aussi régulièrement à mes consultants. Et si le problème n'était pas la spiritualité elle-même, mais la façon dont nous l'utilisons ? Alors au travers de cette quête permanente, évidemment, il y a une souffrance, il y a une douleur. La fuite, c'est déguisé en évolution. Donc ça passe par exemple par chercher constamment des réponses à l'extérieur de soi, multiplier les guidances, les tirages, les consultations, enchaîner les formations sans jamais vraiment intégrer ce qui est déjà là et ce qui est en train d'être compris et appris. Il y a aussi un autre phénomène, c'est l'attente. Cette attente permanente qui consume de l'intérieur. Attendre d'être guéri, d'être aligné, attendre d'être prêt, ou parfois attendre le bon signe. Et pendant ce temps-là, la vie, elle reste souvent en suspens. Alors évidemment, on pourrait parler de tous ces sujets de manifestation. Je les aborde régulièrement dans les épisodes, mais on va revenir un petit peu plus en profondeur sur cet aspect de la manifestation. Quand vous manifestez quelque chose, il est communément admis maintenant, dans la sphère de la spiritualité et de la conscience, que si vous êtes en attente, eh bien c'est que la chose que vous espérez n'est pas là, n'est pas présente à l'intérieur de vous. Et les pouvoirs de l'instant présent, ce n'est pas toujours juste respirer et dire « je suis ici et maintenant », mais quelque part, ça permet de ressentir aujourd'hui ce qu'il se passe à l'intérieur du corps, de l'esprit, du cœur. Sauf qu'on a oublié une donnée dans cet instant présent, c'est l'honnêteté. Et dans cette étape de manifestation, si on n'est pas très honnête avec soi-même, ou en tout cas si on ne se fait pas aider pour accomplir cette clarté intérieure, eh bien il est très difficile de pouvoir manifester quelque chose qui n'est pas encore là, et qui parfois même, au niveau émotionnel, n'est pas encore ressenti. Alors oui, évidemment, on pourrait hacker le corps en se forçant à ressentir des choses pour ce qui n'est pas encore là. Premièrement, ça paraît quand même un peu compliqué. Et deuxièmement, je ne sais pas si c'est très aligné. Parce que soyons très honnêtes, demander à quelqu'un de ressentir de la joie, alors qu'à l'intérieur c'est la tristesse et le chaos, c'est un peu contradictoire. Et ce n'est pas toujours accessible. Alors et pour continuer sur ce constat,
de la douleur qui a été au cœur de ce besoin de spiritualité, je vais parler d'un sujet qui s'appelle le rejet de l'ombre. Le rejet de l'ombre, c'est la difficulté, premièrement, à accueillir nos émotions un peu plus lourdes. Je vais le poser comme ça, ce mot. La colère, le deuil, accepter la peur aussi et l'incertitude. On cherche parfois à transcender un peu trop vite ce qui demande simplement à être vécu. Mais il y a un autre phénomène que chacun aura peut-être saisi, mais peut-être que vous n'aurez pas mis les mots dessus, c'est ce poids de l'identité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, être spirituel, c'est sur les biographies sur Tinder, c'est sur les profils Facebook, sur les profils Instagram. Nos réseaux sociaux deviennent un nouveau poids de l'identité spirituelle. Vouloir être une personne consciente, sage, lumineuse. Et au travers de tout ça, eh bien, ça permet de ne plus s'autoriser à être simplement humain, à vivre l'intensité, parce que nous sommes humains, à pouvoir pousser un coup de gueule de temps en temps quand c'est nécessaire, de s'insurger contre des inégalités, des inéquités. Et aujourd'hui, ce monde nous pousse à ça, à sortir un peu les armes de l'ombre et de poser un nom franc, clair et définitif. Ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement poser ses limites. Eh bien, quand vous êtes percuté par un sujet d'actualité et qu'au fond de vous, il y a une résurgence d'émotions, par exemple ce qui se passe dans le tiers-monde ou les guerres actuellement en cours, eh bien, vous avez le choix. Le choix de fermer les yeux, de respirer un instant et de vous demander ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et vous avez aussi le choix de prendre la parole, que ce soit dans le domaine privé, sur le domaine public. Mais je pense aujourd'hui que nous n'avançons pas s'il n'y a pas certains éveilleurs de conscience. Mais alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette fuite spirituelle ? Elle dit quoi de notre quotidien ? Elle parle surtout et essentiellement d'un endroit que l'on a envie de quitter. Et je ne parle pas géographiquement, je parle bien du corps, de ce qui est trop lourd à porter. Je parle des pensées obsessionnelles, je parle des pensées intrusives, mais je parle aussi, parfois, de l'entourage, des relations, du domaine professionnel, des conflits familiaux. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de quitter la spiritualité, je pense que ce n'est pas vraiment possible. Parce que, à mon sens, elle fait partie de nos 4 piliers, indissociables d'une vie humaine incarnée. Si on ne croit plus en rien, alors il n'y a plus de raison de respirer. Je ne vous propose pas non plus d'abandonner vos pratiques, de ne plus vous initier, de ne plus regarder ce type de contenu, de ne plus écouter ce qu'il se passe autour de vous, mais d'abord, rapidement, de vous questionner sur vos habitudes, de vous questionner sur les moments qui génèrent cette envie de sortir à l'extérieur, d'aller y chercher des réponses, parfois tout à fait probantes, et parfois tout son contraire, parfois perturbantes, entretenant le flou et le brouillard, le manque de clarté. Alors on va revenir à cette question que je me suis posée. Pour rappel, et si le problème n'était pas la spiritualité elle-même, mais la façon dont nous l'utilisons ? Alors un premier point, évidemment, ça va être de revenir à l'incarnation. Comprendre que la spiritualité n'est pas forcément faite pour quitter l'expérience humaine, mais bien tout son contraire. Elle peut être là pour nous aider à l'habiter davantage. Ça passe notamment par le corps. Notre première maison terrienne, un peu comme des escargots finalement. On l'a toujours sur le dos, mais on est surtout là pour l'habiter au quotidien. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire confiance à son expérience, développer évidemment son discernement, accepter aussi de ne pas toujours avoir toutes les réponses, oser prendre des décisions sans attendre une validation extérieure. Et là, mes chers compatriotes, je vous entends en PLS, en boule dans un coin, brandissant la carte de la blessure. Et oui, ça ne s'oppose pas. On n'arrive pas tout neuf sur Terre. Par contre, elle, l'expérience, les blessures, les traumas, appelez ça comme vous voulez, va nous permettre, s'il devait y avoir un sens dans la vie,
de réconcilier l'image du ciel et de la terre, mais aussi de la spiritualité et de la matière, de l'intuition et de l'action. Pourquoi pas la conscience et la responsabilité? En tout cas, je vous le souhaite. C'est de pouvoir très honnêtement vous observer, de ne pas vous flageller, bien sûr, ni de culpabiliser, lorsque, par nature, si vous allez chercher une réponse à l'extérieur, eh bien c'est que vous ne l'avez pas forcément vue à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas accessible. Et là, le lien à l'autre est très important. Et très paradoxalement, je ne vais pas non plus vous dire qu'il est important d'être conscient à chaque instant. Pourquoi ? Parce que si on était conscient à chaque instant, eh bien, nous aurions peut-être du mal à expérimenter la vie, de par nos peurs, de par nos prismes de compréhension, de par nos incertitudes. Si nous savions du début à la fin ce qu'il allait nous arriver dans notre vie, je pense que certains feraient marche arrière. Alors pour éviter de jouer à saute-mouton dans le domaine de la spiritualité, je vais vous donner quand même quelques bénéfices à sortir de la fuite spirituelle. La première chose, c'est qu'on retrouve davantage de liberté à l'intérieur. Ça développe nécessairement une confiance plus profonde en soi, pouvoir s'écouter, respecter ses limites, écouter le corps aussi quand il a des besoins. On devient aussi moins dépendant des validations extérieures, ça c'est un fait. Et quelque part, la composante primordiale de tout ça, c'est d'accepter son humanité. On gagne en clarté dans ses choix, on vit davantage dans le présent, ça c'est sûr aussi, et surtout, on construit quelque chose à l'échelle individuelle et à l'échelle collective de beaucoup plus large. On construit une spiritualité plus mature, plus incarnée. Ça passe par cesser de chercher à devenir quelqu'un d'autre et à habiter pleinement sa propre vie. Et je vous le donne en mille, c'est faire des choix conscients et alignés et manifester enfin depuis qui nous sommes. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça non plus, je vais vous donner quelques conseils. Conseils que j'ai d'abord expérimentés avant de pouvoir vous les proposer. Déjà, c'est de se poser régulièrement cette question. Est-ce que cette pratique me rapproche de la vie ou m'en éloigne ? Ça paraît fou dit comme ça, mais en fait c'est très très juste. Et ça passe notamment par l'observation de ses propres comportements. Est-ce qu'à cet instant je cherche une réponse ou une confirmation ? Est-ce que je cherche à comprendre ou à éviter de ressentir ? Et enfin, est-ce que je suis dans la confiance ou dans le contrôle ? Eh bien tout ça, ça permet aussi de ramener de la conscience dans le quotidien, dans nos relations, le travail, les choix, les responsabilités, le corps. Mais ça passe aussi par l'acceptation de l'imperfection. Tu peux méditer tous les jours et avoir quand même peur. Tu peux être médium et tu peux douter aussi. Mais avant tout, tu peux être conscient et te tromper. Et te tromper, c'est la meilleure façon d'expérimenter. J'adore me tromper. J'adore me planter. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, puisque j'étais tellement dans le contrôle, c'était impossible de me dire que j'allais être imparfaite. Ça parle de mon histoire, comme ça parle de celle de beaucoup d'autres. Mais te tromper, vraiment, ça c'est un cadeau. Et surtout, au risque de vous donner envie de fuir encore plus, la spiritualité, à mon sens, elle n'est pas là pour nous rendre extraordinaires. Elle est peut-être là pour nous aider à devenir profondément présents à l'ordinaire. Et trouver des petits moments d'extra dans cet ordinaire, pourquoi pas ? Des petits moments de vibration un peu plus intenses que les autres, qui font osciller l'électrocardiogramme ou l'encéphalogramme. En somme, la spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est une vision qui permet de ne pas oublier nos piliers fondamentaux, nos besoins fondamentaux. Alors évidemment, à l'échelle individuelle, on est tous très égoïstes à certains moments de notre vie. On parle de soi, on ramène tout à soi. C'est nécessaire, c'est normal, puisque quand on est en lien avec l'autre, ses mots, sa présence, ses actes, ses propositions vont forcément faire vibrer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc il y a en permanence cet effet de dedans, dehors, dedans, dehors. Et c'est de nous ramener à cette conscience individuelle évidemment, mais aussi et surtout collective. Parce que c'est ça aussi, la spiritualité.
C'est pas tout faire dans son coin, avancer tout seul, être hyper indépendant. Et là, je parle beaucoup des femmes qui subissent aujourd'hui beaucoup cette injonction-là de l'hyper-indépendance. Mais c'est aussi de pouvoir, une fois à l'intérieur, ressortir à l'extérieur et contribuer au collectif. Et évidemment, je ne parle pas de mission extrêmement importante. Tout le monde n'a pas vocation à devenir politicien, médium, agriculteur, etc. Mais à sa petite échelle, et quand je parle de petite, ce n'est pas péjoratif, mais comme le colibri, chacun fait sa part. Si votre art, c'est d'exceller dans le fait de transmettre une émotion par, je ne sais pas, la musique, le dessin, le verbe, ou la poésie, pourquoi pas, eh bien, il peut en être tout autant dans des métiers dits très superficiels. Celui de la mode, celui de la télévision, celui des arts contemplatifs. Tout peut trouver sa place dans la spiritualité dès lors que c'est incarné et qu'il y a des valeurs chez vous qui sont respectées. Et j'en finirai là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui est très clivant au sein de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc. et qui pourrait avoir tendance parfois à nous éloigner du but commun. Parfois on cherche un soin énergétique, une lecture d'âme, une mémoire karmique, une vie antérieure, alors que le sujet, il est peut-être tout simple. Il réside dans un traumatisme, une blessure d'attachement, une problématique relationnelle. La spiritualité, ça peut éclairer certaines choses, c'est sûr, mais elle ne remplace pas systématiquement le travail psychologique et le travail corporel. Mais parlons aussi des signes et des synchronicités. J'en ferai un épisode complet parce que ça mérite son chapitre. Certaines personnes finissent par interpréter absolument tout. Les heures miroirs, les plumes, les animaux, les synchronicités, au point de perdre la capacité à décider par elles-mêmes. Alors, je ne vous cache pas que de temps en temps, quand je suis très perdue, je demande un signe. En général, je l'ai toujours. Mais j'ai appris à limiter ma consommation. Puisque quelque part, insidieusement, je suis en train de dire que je ne peux pas avancer de mon propre chef. Je ne peux pas prendre mes décisions. Alors je me pose parfois cette question aussi. Est-ce que je reçois vraiment un signe ou est-ce que je suis en train de chercher désespérément à être rassurée? Et puis, cet adage commun qui dit que l'univers me teste. Parfois, quelqu'un nous quitte, parfois un projet échoue, une porte se ferme, sans qu'il y ait une grande leçon cosmique derrière. Il y a toujours forcément un enseignement. Peut-être que par la voie du karma, la loi de cause à effet, il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement ou que je n'avais pas envisagé de cette façon-là. Quelque part, le fait de dire que tout est juste, parfois, ça nous rassure un petit peu dans notre échec. Ça ne nous appartient plus. Oui, bien sûr qu'il y a des situations dans lesquelles les portes se ferment avec une telle intensité qu'il n'est plus possible de douter sur le fait que le chemin n'est pas à cet endroit-là. Mais c'est parfois aussi acte de spiritualité que de se poser la question sur un projet qui nécessite des efforts, des formations, des moments d'introspection, des moments d'action, de se dire que ça ne peut pas arriver en 2 jours. Si l'idée, elle, est très subtile et très fugace, le corps, lui, demande du temps, de la densité et de l'intégration. Vous ne pouvez pas forcément arriver à une forme de viralité, on va parler en langage de réseaux sociaux, en 3 jours. Il y a des empires qui se sont construits en plusieurs centaines d'années. Et enfin, je termine sur ce sujet qui parfois me hérisse le poil. La vibration n'explique pas tout. Je sais que c'est un sujet extrêmement clivant. L'idée que nous attirons tout ce qui nous arrive peut devenir hyper violente. Parce qu'elle peut nous conduire à penser que les victimes sont responsables, les personnes malades ont mal vibré, les difficultés sont toujours le reflet d'un problème intérieur. La réalité, elle est souvent beaucoup plus complexe et nuancée. Et il y a des destins plus chargés que d'autres. Ça, c'est une certitude. Ça se voit, c'est empirique. Mais oser, ne serait-ce qu'une seule fois, aller dire à quelqu'un qui a subi depuis l'enfance, cette période tendre et censée être heureuse et joviale, qu'elle a mal vibré à ce moment-là. Vous allez être reçu correctement, et j'ai envie de vous dire que vous allez le mériter. Pire encore, vous allez contribuer à enraciner la mésestime de soi, le manque de confiance, le manque de respect et les limites de la personne. C'est pour ça que je me méfie aussi toujours un peu, et par méfiance, je vais transformer le mot en vigilance, de tout ce que l'on peut consommer sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des réseaux qui, par nature, font des transmissions d'informations très courtes.
Et il est très facile de perdre le message, la profondeur du message en tout cas, par une vidéo très courte ou quelques slides. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de nuancer un maximum, de vous dire parfois que le sujet est plus complexe, qu'il mérite plus de profondeur, plus d'explications, voire même plus de ressenti. Et aussi et surtout que nous ne pouvons pas toujours parler pour le collectif quand il y a un besoin d'individualisation. L'image, ce serait un peu comme d'essayer d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres et qui nécessitent qu'on les extrait quelques instants pour leur apporter plus de force et de vigueur. Et enfin, sur ce sujet de la fuite spirituelle, j'ai remarqué aussi que certaines personnes deviennent dépendantes des pratiques, comme d'autres deviennent dépendantes du sport, du travail, des réseaux, parce qu'il existe aussi une dépendance à la pratique en elle-même. Pas forcément ce qu'il y a dedans, mais au fait de se mettre en action, de montrer au monde que l'on est en train de bouger. Ça contribue aussi à nous remettre dans une forme de groupe, d'égrégore. Alors c'est pas mal en soi, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Parce que le problème souvent, c'est pas forcément la pratique, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus fonctionner sans elle. Mais tout ça, j'ai tendance à penser que cette quête de guérison, ça peut vraiment devenir une prison. Guérir une blessure, puis une autre, comme si les personnes n'étaient jamais suffisamment réparées pour commencer à vivre enfin. Et si à un moment on se foutait un peu la paix et on se disait « La vie ne te demande pas toujours d'être parfait, mais simplement d'exister déjà, de respirer, de répondre à ses besoins primaires, mais aussi, pourquoi pas, de temps à autre, d'essayer d'imaginer revenir en lien avec l'autre, avec nos imperfections. » Alors oui, on s'expose au jugement, à la critique, mais c'est ça l'expérience. C'est ça qui va nous faire le fameux dedans, dehors, dedans, dehors. Et peut-être que pour finir, je pourrais vous transmettre juste ça. C'est un peu l'essence du podcast aussi quelque part. C'est la conscience. Mais pas forcément la conscience pour toucher un état de bonheur permanent. C'est une conscience qui parle de lucidité, de responsabilité, mais aussi de complexité. Parce que la vie, c'est complexe. Il y a beaucoup de nuances. C'est pas toujours très blanc-noir. Il y a beaucoup de nuances de gris. Et c'est parfois aussi cet éveil spirituel d'avoir la capacité à rester présent, même lorsque la vie est inconfortable. Et je vais vous partager quelque chose d'un peu perso, par rapport à une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques jours maintenant, par rapport à tout ce que je propose, que ce soit la médiumnité, les soins, l'accompagnement chamanique court, l'initiation à la médiumnité, les constellations, tout ça, je manquais clairement, encore une fois, de clarté. Alors, si déjà je ne suis pas capable de faire la clarté à l'intérieur, comment je peux porter mon message ? Ça a été une première prise de conscience. Je l'avais déjà vu, mais c'était pas nécessairement très incarné. Donc je me suis questionnée, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir à travailler et être en lien avec l'autre ? Alors à partir de là, évidemment, ma première réponse a été aider les autres. Oui, certes, mais je pourrais très bien ne pas me faire payer pour tout ça. Et il y avait évidemment cette dominante de l'argent, argent qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de croyances autour de l'argent, c'est vraiment un sujet très intéressant et très profond, qui est d'ailleurs abordé très régulièrement dans les constellations que j'anime. Ça parle aussi de dons et de réception. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois ? Qu'est-ce que j'ai donné et qu'est-ce que j'ai reçu ? Ça pourrait faire encore l'objet d'un épisode tellement c'est passionnant. Et il y avait aussi, et surtout, cette composante du plaisir que je n'avais pas vraiment posée. Je l'avais jamais fait en fait, tout simplement. Est-ce que je prends plaisir à faire ce que je fais ? Alors c'est difficile, parce que, en règle générale, quand on vient me voir, c'est qu'on a un problème. Ou qu'on a envie de porter un élan à quelque chose, un projet. Et je me dis, mais en fait, je peux pas prendre du plaisir à voir les gens souffrir. Mais c'était pas ça le fond du sujet. C'est que je prends plaisir à accueillir l'autre, à le laisser se déposer, lui offrir un espace d'accueil, de dépôt, peut-être qu'il n'ose pas partager avec d'autres personnes par peur du jugement ou que sais-je. Mais c'est ce plaisir que je prends et qui est incommensurable à chaque fois de me dire, toi et moi, on va se tenir la main quelques heures, quelques jours, quelques mois parfois pour les initiations, et on va bosser ensemble. Et je vais t'aider à démêler la pelote de laine. Et ça me fait plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est le résultat évidemment, mais c'est cette complexité, et je sais que j'ai toujours eu cette capacité à le faire, cette
complexité, cette nuance subtile que j'ai développée de par ma médiumnité, mais aussi cette compréhension de la psyché de l'être humain. Alors je ne suis pas psy, mais je suis passionnée de tous ces sujets-là, pour pouvoir donner des clés pour que la personne puisse avancer. Clés qu'elle-même a dans sa poche, mais qu'elle ne trouve pas encore la serrure à l'intérieur. Je pense que vous avez l'image. Et l'idée, c'est de pouvoir... Alors c'est un peu challengeant à certains moments, parfois il y a un peu de découragement, je me dis, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est le chemin d'y arriver? Je me pose toutes ces questions, je doute aussi parfois. Mais je me dis, j'adore ça, je prends plaisir à ça, à accueillir, à comprendre où il y a un nœud et d'essayer d'exposer ce nœud pour qu'il puisse être vu. Et surtout, je me suis rendu compte, des années après, il n'est jamais trop tard, que l'entrepreneuriat me permettait de toucher une liberté de création. La création, j'adore ça. Mais on n'est pas toujours créatif à l'endroit où on pense d'ailleurs, mais quand il y a un projet, il y en a un autre qui émerge. Quand il y a des rencontres, il y en a d'autres qui émergent. Et tout ça, c'est un processus créateur. Et ça me nourrit profondément. Donc je suis très fière aujourd'hui de faire ce que je fais. J'espère que ça durera très longtemps et que je pourrai encore vous partager ça en podcast. Mais c'était pour être très honnête avec cette fuite spirituelle parfois. Parce que je me suis prise au jeu tellement de fois qu'aujourd'hui, la fuite, pour moi, c'est un rejet de mon ombre. Et mon ombre, elle dit tout de moi. Et par ombre, évidemment, je ne parle pas toujours des trucs crasseux qui est en dessous du tapis. Je parle de ce qui est occulte, de ce qui n'est pas visible tout de suite à l'intérieur de chaque personne. C'est par exemple oser assumer des talents qu'on a depuis toujours, qui ont été un peu mis de côté, où il y a eu l'humiliation, voilà, chacun a sa propre histoire. Mais c'était là où je voulais vous emmener aujourd'hui. La fuite spirituelle ne vous permet pas de vous rencontrer véritablement. Et de pourquoi pas, ça c'est quelque chose que je transmets beaucoup en initiation médiumnique, mais aussi en accompagnement chamanique, de pouvoir être fier de vos fractures et de les transformer en médecine, comme on appelle dans le chamanisme. Alors voilà, je vous remercie pour cette écoute. Ce podcast, en tout cas cet épisode m'a beaucoup plu. J'étais emballée par certains sujets, d'autres qui m'ont poussée à la réflexion. J'ai dû faire un temps de pause. Je vous remercie de vos écoutes. Je vous remercie aussi de vos partages, encore une fois. Je prends toujours un moment pour vous remercier parce que pour moi, vous me donnez et je vous donne. Et c'est comme ça que ça devient abondant comme relation. Alors, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, autant de votre ombre que de votre lumière. Et on se dit à tout bientôt.